Bonsoir, et c'est par ce braquage de début de week-end à Viry-Châtillon que nous allons commencer. 4 malfaiteurs qui ont attaqué une poste à proximité de la cité des Érables, cité dans laquelle ils auraient par la suite tenté de trouver refuge. Durant 5 heures, tout le quartier a tourné au ralenti. Parmi les habitants, certains se sont retrouvés au cœur de l'action, comme Marguerite Camboni, résidente du quartier depuis une 50aine d'années, qui n'a pas hésité à ouvrir sa porte aux policiers pour qu'ils installent leur QG pendant justement l'intervention. Elle nous raconte comment elle a vécu l'événement. Donc il y avait les policiers, il y avait les gradés policiers en civil. Ben, ils pensaient que les malfrats étaient retranchés dans la poste et quand ils ont, à la fin de l'opération, ils se sont aperçus qu'il n'y avait plus personne dans la poste. Je trouve qu'il y a trop de choses mal qui se font maintenant sur le quartier. Avant, c'était tranquille parce que la poste, c'est pas la première fois qu'elle est attaquée. Puis dernièrement, ils avaient attaqué mon libraire aussi. Donc, témoignage recueilli par Maxime Lemaine, et l'établissement devrait rester fermé jusqu'au 13 octobre. Petite page politique avec la venue vendredi soir d'Harlem Désir, en terre essonnienne, accueilli par les députés Carlos da Silva et Michel Pouzol à Boucher-Saint-Antoine, le fief de Romain Collat, maire PS. Le premier secrétaire du Parti socialiste par intérim est venu demander aux militants une cohérence, je cite, avec la position présidentielle, concernant notamment le traité budgétaire européen et le respect de non-cumul des mandats. La loi sur ce dernier point devant être votée l'année prochaine, d'ici quelques mois. Côté droite, c'est Nathalie Kosciusko-Morizet qui fait l'actualité. La députée maire de Longjumeau, qualifiant dans le Figaro la présidence de François Hollande de règne d'amateurs. Amateur fade et triste, dit-elle. NKM ne mâchant pas ses mots en qualifiant certains de, je cite, bourgeois de la politique qui se sont déguisés, bedaines effacés, sourires patelins et qui se révèlent toujours, selon l'ancien ministre, arrogants, menteurs, tricheurs. Fin de citation. L'affaire Georges Tron, à présent, avec l'avocate de Déval Aubrieux, l'une des 2 plaignantes dans le dossier de l'ancien ministre mis en examen pour viol et agression sexuelle, a demandé au magistrat en charge du dossier son placement en détention provisoire. La cause, selon l'avocate, c'est une violation du contrôle judiciaire de l'élu. Les explications d'Audrey Coll. Mercredi dernier, François Fillon descendait en Essonne dans le cadre de sa campagne pour la présidence de l'UMP. Georges Tron, président de la fédération UMP dans le département, était bien sûr présent pour accueillir l'ex-premier ministre. L'élu est arrivé tôt dans la soirée selon son entourage. Il était un des animateurs de la réunion publique. Dans la salle se trouvait François-Joseph Roux, ancien chef de cabinet de Georges Tron. Dans le cadre de son contrôle judiciaire, Georges Tron a interdiction de voir certains anciens collaborateurs, dont M. Roux, témoin dans l'affaire. Maître Yaël Meloul, l'avocate d'Éval Aubrieux, l'une des 2 plaignantes, a donc décidé de saisir les magistrats instructeurs pour demander son placement en détention provisoire pour violation du contrôle judiciaire. Il me semble que M. Tron ne prendrait pas le risque de violer le contrôle judiciaire devant 300 personnes présentes dans cette salle ce soir-là. Donc pour moi, c'est une provocation pure et simple de ces personnes. Il sait lui également qu'il n'a pas à rentrer en contact avec M. Tron. Il savait pertinemment qu'il serait présent compte tenu de ses fonctions au sein de l'UMP. Donc il a délibérément, lui, pris la décision de se présenter dans cette salle, sachant que M. Tron y était. Malgré cela, pour maître Yaël Meloul, c'est à Georges Tron de faire attention puisqu'il est le mis en examen et l'avocate parle de flagrant délit de violation d'un contrôle judiciaire. Dans l'entourage de l'élu, on atteste qu'il n'y a eu aucun contact entre les 2 personnes mercredi et Georges Tron d'assurer qu'il continue de présider l'UMP en Essonne et accueillera Jean-François Copé la semaine prochaine. 242 SMS par mois, c'est la moyenne du nombre de textos envoyés par les propriétaires de mobiles en France. Une pratique qui a remis l'écriture un petit peu laissée de côté sous forme de courrier postal au goût du jour, notamment chez les jeunes, mais pas que, comme vous allez le constater. Je suis pas trop SMS, je préfère plutôt passer des coups de fil parce que simplement les SMS je suis pas doué, c'est tout. Téléphone, ouais, je comprends rien. Il écrit tout seul, je comprends pas quoi. C'est super aléatoire, ça peut être 3-4 juste pour dire que ça va ou aller jusqu'à beaucoup plus quand on n'a pas le temps d'appeler les gens et que du coup on passe par le SMS. Moi je préfère voir les gens directement.
Après, c'est vrai qu'il m'arrive d'être beaucoup dans mes messages et tout ça et autres, tu vois, mais je peux vivre sans, je vais pas mourir sans. J'en envoie 3 par mois et encore, par nécessité, je préfère avoir les gens vive voix. On envoie peut-être 10 à 15 par mois si je réponds à quelqu'un qui va poser une question, disons. C'est même plus qu'une drogue, car maintenant je vois même mes enfants, et ils y passent, je dirais même 80% de leur temps, dans leur portable, dans leurs SMS à envoyer, ou même sur l'ordinateur. Donc ça les a complètement condamnés. Les SMS, moi je peux en écrire 30, 40 par jour, c'est une question d'habitude. Et c'est devenu machinal, il n'y a aucun souci pour ça. Non, je ne suis pas trop SMS, je préfère plutôt passer des coups de fil parce que simplement les SMS, je ne suis pas doué. Voilà la réaction recueillie par Tristan Yader et Pierre Repitz. Les journées de la vision, elles ont commencé un petit peu partout chez les opticiens français. C'est une action qui permet de contrôler gratuitement sa vue et qui est une initiative de la SNAV, l'Association nationale pour l'amélioration de la vue. Cet événement prend fin vendredi prochain. Il reste donc quelques jours seulement pour en bénéficier. Claire Colombel et David Kircher ont suivi l'un de ces contrôles. Tout le monde est bienvenu lors de ces journées de la vision. Des jeunes aux personnes âgées, les opticiens contrôlent tout le monde. La plupart du temps, il s'agit de dépistage. Les personnes qui sentent que leur vue chute viennent donc voir le commerçant du coin plutôt que l'ophtalmologiste. Le gros test, en fait, c'est ce qu'on appelle l'acuité visuelle. Donc, ce sont les lignes de lettres que l'on a fait lire, qui permettent de voir tout simplement si la personne voit bien ou non. Donc, on va tester de loin et de près pour pouvoir justement dépister un petit peu le défaut visuel de la personne. Après, nous allons tester un petit peu quelques tests. Nous avons pour dépister un petit peu ce qu'on appelle l'astigmatisme, ou après la préférence entre la myopie et l'hypermétropie. Ce test, appelé rouge-vert, permet de détecter l'hypermétropie ou la myopie. Pour déceler l'astigmatisme, c'est-à-dire la vision déformée des lignes horizontales et verticales, les opticiens utilisent le cadran de Parent. En général, les personnes qui viennent se faire contrôler ont un problème de vision. On va plus ou moins les rassurer quand même, on va les aiguiller, leur expliquer justement en quoi le défaut, comment ça peut se solutionner, mais on les enverra la plupart du temps vers l'ophtalmologiste pour quand même qu'il y ait un contrôle médical derrière. En dehors de cette semaine, il est possible depuis 2007, avec une ordonnance de l'ophtalmologiste de moins de 3 ans, de faire un examen de vue chez l'opticien et de modifier si besoin la correction. En général, ce test de 30 à 45 minutes est gratuit si le client achète des lunettes par la suite, sinon il sera facturé. Et nous allons terminer avec une nageuse, Sophie de Ronchy, qu'on connaît bien ici, la Massicoise, qui va prolonger sa carrière en ce début de saison 2012-2013. Son objectif, tout simplement, les championnats d'Europe à Chartres. Retraite sportive différée pour Sophie de Ronchy. La nageuse massicoise sera alignée lors des prochains championnats d'Europe en petit bassin qui auront lieu en France, à Chartres, du 22 au 25 novembre prochain. Un objectif qui pourrait relancer la carrière de l'Essonnienne au plus haut niveau. C'est vrai qu'au départ, j'étais partie sur je m'arrête après les Jeux de Londres. Malheureusement pour moi, il n'y a pas eu les Jeux de Londres, donc je me suis posé pas mal de questions. Là maintenant, il y a les championnats d'Europe qui seront à Chartres en novembre prochain. Juste avant ça, il y a les championnats de France à Angers, donc je me suis donné pour objectif certain de continuer avec Eric et avec le groupe de l'ES Massy jusqu'au championnat d'Europe de Chartres, parce que je me dis que c'est en France et que c'est important de pouvoir faire une compétition internationale chez soi. Et puis à l'issue de ces championnats d'Europe, on en reparlera et on verra la suite de la saison. En cette année post-olympique, Sophie de Ronchy espère profiter de la retraite sportive. De nombreux athlètes pour jouer sa carte et remporter une belle médaille internationale. Tout sera donc possible pour l'Essonnienne, à condition de préparer cette échéance, mais aussi les prochains championnats de France en petit bassin dans de bonnes conditions. Voilà, Sophie de Ronchy qui répondait aux questions d'Éric Coutard. C'est tout pour l'info. Merci de nous avoir suivis.